Bienvenue à tous. Afrique Presse, l'actualité en débat sur RFI et TV5 Monde. C'est avec Denise Epoté, TV5 Monde, Pascal Hérault, L'Opinion et Augusta Conchiglia, journaliste indépendante. Au menu deux sujets cette semaine. L'Angola, la visite officielle en France du président João Lourenço, visite placée sous le signe de la diplomatie économique. Et puis le Cameroun et la condamnation à 15 ans de réclusion du leader anglophone Mancho Bibixi, alors que la violence tend à s'enraciner sur le terrain. D'abord, la visite officielle du président angolais ici en France. 3 jours pour tenter de resserrer les liens diplomatiques et économiques entre Luanda et Paris, liens distendus sous la présidence de Santos. Tout de suite, le résumé de Marie Valeret de TV5 Monde. C'est tout sourire que João Lourenço est accueilli sur le perron de l'Élysée par son homologue Emmanuel Macron. Sa première visite en Europe depuis son élection à la tête de l'Angola en septembre dernier. L'occasion de renforcer la coopération entre les deux pays sur le plan économique et en matière de défense. Nous voulons réaffirmer ici notre volonté, la volonté de l'Angola de resserrer nos relations avec la France. La question de la République démocratique du Congo était également au cœur de la visite. Après l'initiative lancée par le chef de l'Union africaine, Paul Kagame, d'une éventuelle médiation dans le pays, Kinshasa s'inquiète. Paris et Luanda accentuent la pression. Nous partageons les mêmes préoccupations et les mêmes volontés. La France viendra en soutien des initiatives qui seront prises par les pays de la région et l'Union africaine, qui est simplement celle de faire appliquer les accords qui seuls permettront une clarification de la situation politique, sans aucune complaisance, dans le calme et avec clarté. Sur ce sujet, le président angolais a assuré rencontrer très bientôt Joseph Kabila, son homologue congolais. Le président Lourenço avait déjà croisé plusieurs fois le président français, son homologue français Emmanuel Macron, Denise, notamment au siège de l'ONU ou bien encore à Abidjan lors du dernier sommet Union africaine, Union européenne. Mais c'est donc sa toute première visite officielle ici en France. Il a été question de politique, nous allons y revenir, mais il a été surtout question d'économie, d'ouverture économique de l'Angola, d'appel à des investisseurs parce que le pays effectivement est confronté à d'énormes difficultés en raison de la baisse du prix du pétrole, mais aussi difficultés financières avec un manque de devises criant. Oui, c'est vrai. Il y a 8 mois, quand il accédait au pouvoir, João Lourenço s'est positionné comme l'homme de l'ouverture économique et politique. L'ouverture politique, on ne l'a pas encore vu, mais l'ouverture économique, on voit déjà, puisqu'il a pris des réformes dans le domaine fiscal, dans le domaine juridique et monétaire. Et puis, il y a eu cette lutte contre la corruption et le népotisme. Ce qui prouve que Luanda pourrait bientôt attirer des investisseurs autres que des investisseurs français, notamment, on pense notamment à Total, qui exploite l'or noir. 35%, mais l'or noir dans l'économie angolaise, c'est 95% des devises et 70% des recettes fiscales. Il faut quand même souligner que Total, la Sonangol plutôt, la société pétrolière d'Angola, est la seule société pétrolière africaine à avoir un siège à Singapour. Donc, ce qui prouve quand même qu'au temps de la splendeur, l'Angola avait les moyens de sa politique. Aujourd'hui, avec la crise... Il y avait aussi une certaine opacité quand on pense à Singapour. C'est vrai, parce que c'était justement le cercle familial qui contrôlait tout ça. D'ailleurs, Isabel dos Santos était peu de temps... il y a quelques mois encore, la présidente du conseil d'administration de la Sonangol. Mais l'ouverture économique décidée par Lourenço, à savoir l'agriculture, maintenant, sortir du tout pétrole, la pêche, mais également le développement des TIC, va permettre justement que des investisseurs européens puissent s'intéresser à ce pays. Alors Pascal, vous avez eu à interviewer le président angolais avec une consoeur de RFI. Il a pu vous exposer effectivement ses orientations, ses difficultés et le pourquoi finalement de cette offensive diplomatique axée sur l'économie. Il a une vraie vision économique, c'est une petite révolution dans ce pays. Il y a un nouveau logiciel qui est installé, il intervient dans une situation très difficile pour le pays. Il est arrivé au pouvoir avec un prix du baril au plus bas. Là, il remonte, ça va peut-être lui laisser un peu plus de marge de manœuvre avec un baril avec un $80. Mais il veut moderniser son pays.
il veut attirer les investisseurs étrangers, il veut développer l'agriculture, alors que ce pays, historiquement, les Portugais avaient investi dans l'agriculture, les terres, l'agro-industrie. Mais aujourd'hui, 80% des importations servent à alimenter la population. Donc il y a un vrai partenariat qui va s'enclencher avec la France sur le sujet. Il a visité une ferme à Castelnaudary. L'AFD met 100 millions de dollars. Un certain nombre d'études vont être faites. Et il y a un potentiel dans le pays. Historiquement, ils produisaient du café, ils peuvent produire de la viande, ils peuvent se mettre sur un tas de cultures vivrières aussi. Le problème, c'est que l'agriculture et familiale. Donc il va falloir aussi régler la question des terres, trouver des aménagements pour que les producteurs puissent avoir des crédits, acquérir du matériel. La volonté politique est là. Il semble avoir les mains avoir repris le parti en main, parce qu'il y aura le congrès qui va se dérouler en octobre. On pensait que Dos Santos, tous les analystes au début, continueraient à tirer les ficelles. Je pense qu'il est en bonne voie. Après, c'est un pays qui va être difficile à réformer. Et le président Dos Santos l'a dit, je crois, en début de l'année, les réformes sont nécessaires, mais elles ne doivent pas être radicales. Donc ça veut dire qu'il faudra qu'il compose aussi. Voilà. Oui, alors, est-ce qu'il a développé, Pascal, des arguments pour convaincre les investisseurs français, puisque parrainé en quelque sorte par le patron de Total, Patrick Pouyanné, il a rencontré une centaine d'entrepreneurs français réunis par le MEDEF. Est-ce que Lourenço a des arguments convaincants pour attirer les investisseurs français aujourd'hui? En tout cas, il est à l'écoute. Dès qu'il a pris ses fonctions, il a reçu notamment les patrons des majors pétrolières. Il faut savoir que la production arrive à maturité. Si rien n'était fait dans ce pays, là on est à peu près à 1,68 million de barils par jour, on allait rentrer dans une phase de déclin. Donc la première chose, il a discuté avec eux comment relancer la production. Donc ils vont faire deux choses. C'est l'investissement de Total, 1,2 milliard d'euros en eau profonde. C'est des investissements qui coûtent cher et c'est un coût de revient assez cher aussi parce qu'on va l'extraire très profondément. Et en Angola, c'est souvent à plus de 2500 mètres. Et puis, il prend aussi des mesures. Nouvelle loi sur l'investissement privé, guichet unique, des réunions de concertation avec les opérateurs, et il va libéraliser. Donc, il nous a dit qu'il allait privatiser partiellement Angola Télécom, la Sonangol et les filiales de la Sonangol seront aussi sociétés qui seront aussi partiellement ou totalement privatisées. Donc ça va dans le bon sens. Après, ça va être difficile à réaliser et ça va prendre du temps. C'est des réformes séquentielles. Il a un mandat, comme il dit, ça fait même pas un an que je suis là. Je crois qu'il faut lui laisser aussi un petit peu de temps. Alors, Augusta, parmi nous, vous connaissez sans doute le mieux l'Angola, son histoire politique, économique et son évolution. Est-ce que vous pensez que le président Lourenço part du bon pied ? Justement, dans sa volonté de diversifier l'économie, dans sa vision économique, pour que ce pays ne soit pas uniquement captif de ce pétrole qui peut parfois se résumer à des malheurs, à la corruption notamment. Il est évident que malgré ce qu'on a pu écrire avant son accession au pouvoir, il avait un plan, il a une vision, et qui est en train d'appliquer assez... avec une certaine cohérence. Mais non, les problèmes sont toujours là. Et ils ne seront pas dépassés en un clin d'œil. Mais il semble bien que, je veux dire, il n'y a pas uniquement des mesures momentanées, il y a des réformes en profondeur déjà. On parlait de la législation, ça prépare le terrain pour un autre rapport avec le monde des affaires en général. Je ne sais pas. Le plan de privatisation est à l'étude actuellement. Je ne crois pas que la Sonangol Production ne sera jamais privatisée parce que c'est quand même la concessionnaire. Mais certainement, tous les satellites, la Sonangol s'occupant de choses qui n'étaient pas du tout de son ressort en tant que concessionnaire des hydrocarbures, elles seront certainement visées par un processus de ce genre. Il fallait aussi donner des gages de transparence justement pour attirer les investisseurs étrangers? Pour ce qui est du pétrole, je pense que les relations ont été difficiles parce qu'il y avait un problème de devises et de répatriation, comment dit-on, excusez-moi? Le rapatriement des devises. Des dividendes et tout ça. Mais les relations avec les compagnies pétrolières sont restées plus ou moins bonnes. Et tout de suite après le départ d'Isabelle, il y a eu une clarification sur certaines erreurs ou certains malentendus. Donc, je pense que là, le terrain est positif et les investissements ne manqueront pas. Maintenant,
tout dépend évidemment du prix du pétrole, et c'est ça qui a encouragé Total à aller de l'avant, parce que le prix, justement, permet des investissements qui n'étaient pas très sûrs auparavant. Je pense que le point clé, c'est l'agriculture, comme tu disais, mais tu as dit qu'actuellement, c'est l'agriculture familiale qui domine. Non, malheureusement, c'est ce que disent les agronomes angolais. C'est justement pas l'agriculture familiale qui devrait, elle, pouvoir jouer un rôle. C'est plutôt les gros investissements. Dans l'agriculture, on a fait aussi la même chose que dans la vision un peu grandiloquente de grands projets. Et donc... Et d'ailleurs, on a investi énormément. Je crois qu'on a investi 2 milliards dans l'agriculture, ce qui est énorme pour le paramètre général des questions agricoles en Afrique, de cette centrale du moins. Et sans grand succès, parce qu'il manquait le know-how, la compétence. On ne s'invente pas... Un peu le même symptôme qu'on a observé au Zimbabwe et ailleurs. Alors, venons-en au volet politique, Denise, de cette visite, qui a un peu contrarié d'ailleurs Kinshasa, disons-le tout net. Un peu beaucoup. Un peu beaucoup. Le président Macron et le président João Lourenço ont abordé effectivement cette crise politique en RDC et la perspective de ces élections en fin d'année, redoutée, sous-entendue. Ils redoutent effectivement un 3e mandat de Joseph Kabila et ils redoutent même, sous-entendu, là aussi, sans le dire frontalement, que ces élections, peut-être, ne se tiennent pas. Bref, alors ça, c'est tout à fait légitime de la part de Lourenço, puisqu'il est membre de la SADC, la RDC est membre de la SADC, et puis même pour Macron, puisque la RDC est aussi membre de l'Organisation internationale de la francophonie. Oui, et surtout que l'Angola est un des 9 pays qui partagent une frontière avec la RDC. Donc la crise en RDC concerne l'Angola au plus haut point. Ce qu'il faut peut-être envisager aujourd'hui, et c'est ce que les membres de la SADC envisagent, c'est une transition sans Kabila au 23 décembre, s'il ne veut pas partir. Et on lui laisse jusqu'à la fin juillet, puisque c'est à la fin juillet que la majorité présidentielle va désigner le dauphin de Kabila. Donc, il a encore un mois pour donner des gages, justement, de sa volonté de quitter le pouvoir et de laisser une transition s'opérer, ou une alternance, plutôt. C'est ça. Là aussi, Lourenço marque une différence avec Dos Santos en matière de politique sous-régionale, Pascal, ou pas ? Sous la présidence Dos Santos, il y avait quand même eu des interventions angolaises, mais à l'époque pour sauver le régime Kabila. Pour sauver le régime de Kabila. Là, il y a une volonté d'agir en politique étrangère. Il y a eu des discussions après son arrivée au pouvoir, et il y a une convergence de vues, c'est vrai, avec les Français et les Européens et un grand nombre d'Africains sur la manière et la méthode à employer avec Joseph Kabila. Comme ils l'ont dit, il y a eu déjà 2 rencontres, une à Brazzaville avec Denis Sassou Nguesso, après ils sont allés le voir à Kinshasa. Pour le moment, c'est la méthode douce et celle du conseil amical de pairs africains qui est employée. Joseph Kabila leur a donné des garanties. João Lourenço nous a raconté que la 2e fois, il a dit qu'il allait quitter le pouvoir et qu'il avait tout préparé pour mettre en œuvre le calendrier électoral. Donc maintenant, ils le prennent au mot et ils disent, voilà, maintenant on attend le mois de juillet et on va voir quelles sont les déclarations de candidature. Un mot, Augusta? Oui, je crois en effet qu'il n'y a pas une grande différence avec la politique de Dos Santos des dernières années. Ils sont dans la même ligne, simplement aujourd'hui, il a été décidé d'une façon ou d'une autre, aussi à l'occasion de cette visite, de le dire ouvertement. C'est-à-dire, on pense qu'il ne faut pas qu'il se représente et qu'il respecte les accords de la Saint-Sylvestre. Donc, c'est nouveau, c'est une prise de position publique. Mais je crois que ça fait longtemps déjà qu'on travaille avec la commission des Grands Lacs et ainsi de suite pour cette voie-là. Mais personne n'a la certitude. Mais il faut dire aussi que pour Kabila, les alliés dans la sous-région ont changé. En Afrique du Sud, en Angola, mais également au Zimbabwe. Tout à fait. Voilà, RFI TV5 Monde, le 2e sujet d'Afrique Presse, le Cameroun et les jeunes leaders anglophones Mancho Bibixi, alias BBC, animateur de radio à Bamenda, la métropole de la province du Nord-Ouest. Il a écopé de 15 ans de réclusion pour terrorisme. Et sur le terrain, je vous le disais au début de cette émission, sur le terrain, dans les régions anglophones, eh bien, la violence se poursuit, comme le rapporte Marcel Amoko de TV5 Monde.
Pour le ministre camerounais de la Communication, les 27 séparatistes présumés ont été tués lors d'une opération spéciale menée dans la nuit du 24-25 mai dernier par les forces de défense et de sécurité camerounaises alors qu'elles tentaient de les déloger d'un motel qu'ils occupaient depuis plusieurs jours. Le gouvernement camerounais parle d'échanges de coups de feu qui ont duré près d'une heure. Il affirme aussi que 5 otages ont été exécutés par leurs ravisseurs, une version contestée par Ni John Frundi, le leader du SDF, le principal parti de l'opposition, qui s'est rendu sur place samedi dernier et qui affirme que des civils figurent parmi les victimes. Des voix s'élèvent déjà ici au Cameroun pour exiger la mise sur pied d'une commission d'enquête internationale pour faire toute la lumière sur ces massacres. Voilà, d'un côté l'intransigeance, Bibi Xi, donc condamné à 15 ans de réclusion de Nice pour terrorisme. Il avait également des co-accusés condamnés pareillement. Et puis sur le terrain, donc encore des morts, et les morts se poursuivent. Et on constate malheureusement l'absence de dialogue entre Yaoundé, entre les autorités et ceux qui aspirent à davantage d'autonomie, voire veulent se séparer du Cameroun uni. Oui, c'est vrai que depuis le début de cette crise qui a démarré fin 2016, d'abord par des revendications corporatistes, les magistrats, les avocats, sociales, et puis culturelles. cette idée du retour au fédéralisme, qui est une idée qu'on retrouve depuis 1990 dans ce parti dirigé par John Frundi, le leader politique SDF. Anglophone. Il faut d'ailleurs dire que le sigle du SDF en pidgin veut dire « nos souffrances sont terminées », sauf heure don't finish, comme ils disent en pidgin. Mais pourquoi BBC paye le prix lourd aujourd'hui ? Je crois que c'est parce qu'il est l'un des indépendantistes les plus radicaux. Le plus radical, parce que le président de la République autoproclamée d'Ambazonie a été extradé du Nigeria vers le Cameroun. Mais comment s'exprimer sa radicalité avec les actes de violence, justement, parce qu'il y a eu une dérive, il y a eu une progression dans les revendications. D'abord les mouvements corporatistes, ensuite des arrestations, des attaques ciblées sur les biens de l'État. Et impliquant Bibi Xi. C'est celui qui revendique le plus cette agressivité. Et je crois que le pouvoir voulait marquer le coup en l'arrêtant. Mais là où le pouvoir pêche, c'est de n'avoir pas pris conscience justement de cette lame de fond qu'il y avait dans cette partie anglophone. Et clin d'œil de l'histoire, le 20 mai dernier, on a célébré justement les 46 ans de la réunification entre le Cameroun occidental et le Cameroun oriental. Et ça a été marqué par des violences dans les deux provinces, par des violences et le déploiement de forces de sécurité, etc. Alors comment expliquer, Pascal, cette absence de dialogue ? Pourquoi, au fond, en quoi ça serait déshonorant que les autorités légales du pays discutent avec ceux qui veulent un peu plus d'autonomie pour leur région? Je crois que c'est un pouvoir vieillissant. Je crois que c'est une crise qui est très mal gérée depuis le départ. À la base, il y a des revendications sociales, économiques, linguistiques qui n'ont pas été honorées ces dernières années. On est passé d'un mouvement contestataire à un mouvement de rébellion et de plus en plus radical, notamment depuis que janvier, il y a eu des extraditions de rebelles du Nigeria. Et le pouvoir, maintenant, à l'approche de la présidentielle, risque d'être dans une diatribe nationaliste et ne fera aucune concession. Donc, on en arrive à une situation où l'armée camerounaise, maintenant, est condamnée à être sur 4 fronts. 2 fronts importants, qui est le front du Nord, Boko Haram, et l'Ouest, avec beaucoup de morts. Il y a Bakassi aussi, où on est en permanence obligé de laisser des gens pour lutter contre la piraterie. Et il y a la frontière de la RCA, où il y a plein de trafic, on est obligé d'avoir ces hommes. Et qui c'est qu'on envoie au front ? Souvent des jeunes gendarmes, ce qui explique les pertes. Plus de 40 hommes ont péri des forces de l'ordre. Et les civils payent aussi un lourd tribut à cette crise. Et Augusta, pas plus tard que cette semaine, le Washington Post, parlait carrément d'une potentialité de guerre civile, disant que la prochaine guerre civile, ce sera au Cameroun. En effet, je note quand même qu'on est plus attentif sur la situation politique de la RDC qu'au Cameroun. J'entends pas beaucoup de déclarations fermes quant à la situation actuelle. Comment l'expliquez-vous ? Alors que le danger est inquiétant.
Le danger est inquiétant, mais je crois que les Camerounais, avec le souvenir qu'ils ont de la guerre civile qu'il y a eu au moment de l'indépendance, qui a quand même duré 12 ans, ne veulent pas revivre cela. Ce qu'on peut reprocher au pouvoir aujourd'hui, c'est d'avoir refusé une médiation internationale, ce qu'avaient proposé les indépendantistes. Ils l'ont refusé. Aujourd'hui, la seule chance qu'on peut espérer, c'est que le pouvoir accepte une médiation venant du Vatican. Compte tenu des relations qu'entretient Paul Biya avec le Vatican, on pourrait espérer que soit le nonce apostolique ou le cardinal puisse servir de médiateur. Qu'est-ce qui explique, selon vous, Augusta, l'indifférence aujourd'hui de la communauté internationale sur la situation au Cameroun, notamment de la France, qui est un partenaire essentiel du Cameroun? Je pense que c'est la France qui doit donner le point de départ, enfin, prendre une position qui sera suivie. L'Union européenne est toujours très, très attentive à ne pas péter sur le terrain. C'est vrai. Et au niveau des Nations Unies, c'est généralement la France qui... Oui, qui bloque. Oui, qui bloque. Je ne sais pas dans ce cas si, voilà, si on peut parler d'un blocage, mais il est vrai qu'il y a une absence de prise de position, alors qu'il serait peut-être nécessaire. Pascal? Ça se passe en zone anglophone, ça se passe aussi loin des caméras de télévision. La France a une relation difficile avec Paul Biya. Il faut dire quand même que le message de Macron à Paul Biya pour le 20 mai était quand même une lettre très belle. Voilà. Oui, mais bon... Et donc, Paris marche sur des œufs, ménage Paul Biya. Ce serait différent avec la France, qui serait plus honorée comme par le passé. Mais il faut quand même ménager une relation historique et un partenaire important dans la sous-région, parce que c'est aussi la voie d'entrée pour les forces onusiennes sur la Centrafrique, toute la chaîne de ravitaillement. Donc il faut en tenir compte. Il y a les intérêts de Bolloré aussi qui sont... Oui, mais est-ce qu'il n'y aurait pas plus de... La France ne prend pas là aussi des risques finalement, puisque, encore une fois, beaucoup d'experts, d'observateurs estiment qu'il y a un risque d'escalade réelle aujourd'hui au Cameroun. Et alors, ça sera encore un nouveau front, si je puis dire, de crise armée, Denise, non? Oui, mais comme disait Pascal, c'est vrai que la France... ménage Paul Biya. Diplomatie à courte vue. Diplomatie à courte vue, parce que, je le répète encore, la lettre adressée à Paul Biya le 20 mai ne faisait absolument pas mention de cette crise anglophone. Donc, ce qui est une crise qui dure quand même depuis 2 ans. Et c'est curieux que dans le même temps, Macron, à Paris, en recevant Lorenzo, parle de la RDC. Alors qu'il est beaucoup plus proche historiquement du Cameroun que de la RDC, qui est quand même une ancienne colonie belge. C'est ça. Et manifestement, Augusta, sur le cas du Cameroun anglophone, on voit le détournement des sens des mots. C'est-à-dire, aujourd'hui, on applique à ces jeunes ou à ces populations qui veulent un peu plus de considération, on leur applique le mot terrorisme. Puisque Bibi Xia a été condamné pour terrorisme, notamment. Au même titre que les djihadistes qui sèment la terreur dans le nord du pays, dans le nord Cameroun. Ce n'est pas un cas unique. Des situations politiques qu'on peut expliquer très bien par des mécontentements sociaux deviennent des casus de terrorisme prétendu. Donc je pense oui, que c'est effectivement encore plus sérieux que on ne peut pas occulter ce qui se passe au Cameroun. Ou alors, on décide vraiment que l'Europe traite de ses affaires et ne s'occupe pas des situations politiques ailleurs. Il y a un seuil limite, Denise, à ne pas dépasser dans cette affaire? Un dernier mot. Le seuil limite, je crois que ce sont les Camerounais eux-mêmes qui le fixent, parce qu'ils ne veulent pas revivre 1955, la guerre d'indépendance qui a duré 12 ans, ils ne veulent pas la revivre. Mais maintenant, la balle est dans le camp du pouvoir, parce que je crois que c'est lui qui doit tendre la main aux indépendantistes. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci Denise Epoté, merci Augusta Conchiglia et à vous Pascal Hérault, ainsi qu'aux équipes techniques et rédactionnelles d'Afrique Presse. Cette édition est à retrouver sur les sites internet de RFI et de TV5 Monde. Grand merci de votre fidélité à Afrique Presse et à la semaine prochaine.